Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur 366. Nous sommes sur Canal+, nous sommes sur Rascom 525, nous sommes sur TNT. Vous nous suivez par millions, sinon par milliers, à travers toute l'étendue du territoire national congolais, mais aussi par la magie du satellite à travers le monde entier. Bienvenue à votre magazine Grand Plateau. Grand Plateau qui se veut effectivement un plateau spécial ce jour pour aborder en profondeur une question de grande actualité en République démocratique du Congo, à savoir la révision de la Constitution. Pour en parler sur ce plateau, nous avons fait appel à des têtes couronnées, pour ne pas dire à des épaules galonnées, qui ont quand même un feedback, non je voulais dire un background important sur l'histoire politique de la RDC. Et je commence par ma droite. Vous avez M. Mfumutoto Basanga. Bonjour M. Mfumutoto Basanga. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux co-débatteurs et bonjour à tous qui ont la chance. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président national du parti Idéal Patriote, troisième voie. Vous êtes de l'Union Sacrée, c'est bien ça? Merci bien. En face de vous, le père Photios Kipambala, qui est prêtre orthodoxe ici à Kinshasa. Il est docteur en théologie, docteur en philosophie à l'université de Kinshasa. C'est l'un des analystes politiques auxquels nous faisons allusion chaque fois qu'il y a des questions de fond qui se posent dans notre pays pour éclairer l'opinion. Père Photios, bonjour. Bonjour, monsieur Louis. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement de votre paroisse qui est située à Kassangoulou pour venir répondre à l'invitation de Congo 26 qui est une télévision qui vous exprime sa gratitude. Et puis il y a monsieur l'abbé José Mpundu qui se trouve être prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, Louis. Merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites. Pour ceux qui ne connaissent pas monsieur l'abbé José Mpundu, pour la jeune génération, c'est l'un des acteurs majeurs de l'avènement de la démocratie au cours de la décennie 90 au sein de la société civile, mais aussi l'Église catholique, bien entendu, pour arriver à la rouverture de la conférence nationale souveraine. C'est un grand écrivain, un grand analyste politique et socio-culturel. Donc c'est une bibliothèque à laquelle nous avons fait appel ce jour pour pouvoir nous éclairer. Vous allez constater qu'à ma droite, il y a une chaise vide. Je vais demander à la régie quand même de nous la présenter. La chaise vide devait être occupée par un communicateur de l'UDPS, Donald Kabasele, que nous avons contacté depuis la semaine passée. Il a eu un empêchement aujourd'hui, mais il se fera représenter, chemin faisant, si tout est possible, par notre communicateur de l'UDPS, Richard Mpinda, qui est en route dans les embouteillages. Nous l'attendons pour prendre part à ce débat, parce que vous êtes déjà là, on ne pouvait pas attendre, et on va directement passer à l'essentiel. Voilà, ceci étant dit dans l'avant-propos, la question initiale que je vais poser, celui qui voudra prendre la parole, le premier la prendra, mais vous avez chacun 5 minutes de temps de parole. Faut-il parler aujourd'hui en RDC de la révision ou du changement de la Constitution? C'est la première question. Et la sous-question, quelle est l'opportunité de réviser la Constitution dans le contexte actuel en République démocratique du Congo? Qui va prendre la parole? Le chrono est en marche devant moi et j'essaie bien entendu calculer le temps de parole. Monsieur Mfumutoto, merci de cette initiative. Faut-il parler de la révision de la Constitution maintenant? Si oui, quelle en est l'opportunité? Sinon, mais qui a qualité d'apprécier l'opportunité de la révision ou du changement de la Constitution? C'est ma réponse. Mais je pense qu'il y a un préalable que nous devrions, nous, de l'Union Sacrée, entamer. C'est d'abord, si pas terminé, mais entamer le débat à l'interne de l'Union Sacrée pour dire quelle est l'option que nous levons, nous, de l'Union Sacrée. La révision de la Constitution. Pourquoi et quelles sont les dispositions que nous voulons réviser et quelles sont les nouvelles valeurs que nous voulons donner écoulé en termes de loi demain.
Deuxièmement, si nous disions oui, c'est plutôt le changement de la Constitution, nous disons pourquoi et quels sont les idéaux, les valeurs que nous voulons imprimer et que nous ayons déjà terminé le débat à l'interne. Parce que la question sur la révision ou le changement de la Constitution n'est pas une petite question et je ne souhaite pas que nous puissions la traiter avec légèreté, précipitation ou arrogance de part et d'autre. Donc nous devrions déjà savoir, est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, tous nous sommes d'accord? Et parce que nous pouvons avoir des gens qui ne sont pas d'accord, est-ce qu'il était opportun que nous puissions d'abord sortir ça à la place publique avant de finir le débat à l'interne? Ça, c'est la première chose. Alors, oui, la question que vous posez m'inspire moi-même aussi une sous-question. Lorsque vous dites que la question a été mise sur la place publique dans la précipitation et qu'il n'y a pas eu débat interne au sein de l'Union sacrée, en d'autres termes, vous faites allusion à la sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui, le premier, a annoncé cette révision de la Constitution. Non, le secrétaire général de l'UDPS n'est pas le premier par rapport à l'actualité à avoir soulevé cette question. C'est le président de la République et lui-même chef de l'État qui est en Europe et qui avait cité la possibilité de changer ou de réviser la Constitution. Mais cette question de changement, de révision de la Constitution a été longtemps entamée par beaucoup de penseurs, beaucoup d'acteurs politiques. Je peux prendre le professeur Bochab, qui depuis longtemps disait entre la révision ou le changement, la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Je peux prendre le professeur Ndaïwel, historien qui voulait à tout prix que les choses changent. Je peux prendre directement Adolphe Mouzit qui voulait aussi que la Constitution change et qui avançait quand même des options un peu pertinentes par rapport à l'idéologie et même à la pensée politique. Cette question est dernièrement entamée par le secrétaire général de l'UDPS qui souhaite aussi que nous puissions aborder cette question. Maintenant, ça c'était la question, la première question. La deuxième question, est-ce que c'est opportun? Oui. Par rapport à cette question, je vais revenir, je vais réfléchir comme politologue. Qui a proposé des constitutions à travers le monde entier? Les constitutions du monde entier peuvent être classées en 3 ordres. Il y a des constitutions octroyées, comme les chrétiens la Bible, comme la loi fondamentale belge. Il y a des constitutions pactes, comme la constitution de la République démocratique du Congo entre les belligérants, c'est-à-dire le gouvernement de Kinshasa qui n'a pas pu mater les rébellions, les différentes rébellions, d'une part, et de l'autre part, les différentes fractions rebelles qui n'ont pas pu renverser le pouvoir de Kinshasa. La constitution qui sort de cette architecture d'échec mutuel s'appelle, on doit comme en sciences politiques, une constitution pacte. Bien qu'elle ait passé par référendum, moi en tant que doctrinaire en sciences politiques, je pose de le dire que c'est du faux référendum parce qu'elle ne peut consulter le peuple par référendum que celui qui a été au préalable élu par le peuple. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001 à la suite de l'assassinat de son père. Il n'a jamais été un élu du peuple. 2. Le référendum a eu lieu au mois de mai 2005, avant même la sortie de la loi référendaire. Tous les parlementaires qui avaient rédigé cette constitution, la commission qui était instituée, n'était pas la constitution instituée par les élus du peuple. Comment dans une république, on peut laisser un individu violer le peuple comme ça? Et la 3e constitution d'une république, véritablement république, est une constitution référendaire. Et pour avoir une constitution référendaire, il faut qu'il y ait 2 phénomènes. Il faut qu'au préalable, ceux qui vont venir avec le projet de la constitution, la nouvelle constitution ou la proposition de la nouvelle constitution, soient au préalable eux-mêmes les élus du peuple. Généralement, on parle d'une constituante et qui va vers le peuple et la constitution constituée des élus. Et le peuple ne peut recevoir un document référendum qu'un document qui lui a été préparé par ceux qui ont reçu son mandat. Ça signifie qu'actuellement, il n'y a que le président Tshisekedi, les parlementaires actuels qui ont qualité d'aller voir le peuple au référendum parce qu'ils ont le mandat du peuple. Donc de prendre l'initiative de la révision constitutionnelle. Vous pouvez prendre le référendum de 1964 avec Kassavou. C'était un faux référendum. Le peuple a été violé. Comment? Nous avions la loi fondamentale belge qui était une sorte de transition qui pouvait nous faire passer de la colonisation à l'élection constituante ou
constitutionnelle, si vous voulez, parce qu'en 1960, il y avait deux types d'élections. Il y avait la constituante et il y avait l'élection législative. La différence, c'est que la constituante crée une élection où les dirigeants politiques vont vers le peuple pour battre une constitution par référendum. Maintenant, là, on était bien parti parce que le président Kassavou, aussi bien que le premier ministre Lumumba, tous étaient élus du peuple. Il y avait une constituante, il y avait le président de la République, il y avait le premier ministre, il y avait le président du Sénat, il y avait le président de l'Assemblée nationale. Et puis, une commission technique a été instituée, c'était la commission des Louabourg. On était bien parti. Tant de paroles consommées, je vous ajoute 2 minutes, les autres vont récupérer Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que finalement, à cause du conflit qu'il y aura entre Kasavubu et Lumumba, la commission qui était conforme à la procédure républicaine a été congédiée parce que Lumumba est déjà aux arrêts qui va le conduire à la mort. Et le président Kasavubu a institué à nouveau sa propre commission et que la constituante n'a pas assumé les résultats et lui-même a violé le peuple par un faux référendum. D'accord. Mobutu a violé le peuple par un faux référendum et Joseph Kabila a violé le peuple par un faux référendum. Et je termine en disant ceci. Revenez sur l'opportunité de réviser la Constitution maintenant. C'est déjà un faux débat. À partir du moment où, si nous, tous nous acceptons que nous devons respecter la Constitution et que dans son article 218, il est clairement dit ceci. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Je cite Félix Tshisekedi-Antoine Tshilombo. Au gouvernement délibéré en conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement ou par une fraction de 100 000 signatures du peuple congolais. L'opportunité n'est plus communautaire. L'opportunité n'appartient plus à l'Église catholique, à l'opposition, à la société civile. C'est à ceux qui ont le droit de le faire, de savoir quand est-ce qu'ils peuvent le faire. Ce n'est pas à nous de le dire, c'est maintenant ou demain. À partir du moment où, pour Tshisekedi, toucher la Constitution, c'est un droit. Pour le Parlement, tu sais, réviser la Constitution, c'est un droit. Parce que la compétence, c'est d'attribution. Maintenant, le chef de l'État ne revendique pas la révision de la Constitution, mais il apprécie l'opportunité. C'est comme, par exemple, c'est votre maison. Vous voulez la disposer, la vendre à Maître Pinda, c'est votre maison. Vous voulez l'occuper, c'est votre maison. Vous voulez mettre les locataires, c'est votre maison. L'opportunité n'appartient pas à un chrétien, catholique, protestant, à un pasteur, à celui qui est Tshisekedi ou pas. C'est à ceux dont la Constitution reconnaît le pouvoir qu'appartient l'opportunité. D'accord, merci. Mais nous disons que comme l'IDPS et les chefs de l'État l'ont cité, sont opportuns. D'accord, merci beaucoup. Vous avez fait 8 minutes de temps de parole. Je rappelle aux téléspectateurs que M. Richard Mpinda, qui est communicateur de l'UDPS, nous a rejoint sur ce plateau. Il va prendre aussi la parole chemin faisant. Je vais utiliser le chiasme sur ce plateau. Et je prends la réaction de M. l'abbé José Mpundu. Vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, l'un des artisans de la démocratie depuis la décennie 90, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez suivi M. Mfumu Toto. Est-ce que vous avez un avis à émettre quant à ce? Mon avis est très simple. Je ne parle pas de l'opportunité parce que, quelque part, la loi fondamentale qui est la Constitution, en son article 218, comme Fumutoto vient de le dire, et j'ai relu cet article avant de venir à ce plateau, eh bien, prévoit qui peut initier la révision de la Constitution. Parce que cet article 218 fait partie du titre, de l'avant-dernier titre de la Constitution, qui parle de la révision constitutionnelle. Donc, de la révision constitutionnelle. Et premier article 218 désigne qui peuvent initier la révision de la Constitution. Le président de la République, les deux chambres, du Parlement et le gouvernement, et le peuple, à travers une pétition de 100 000 signatures, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que la vraie question que je me pose par rapport à cette problématique, est-ce une priorité pour nous aujourd'hui?
Voilà la question que je me pose est celle-là. Est-ce une priorité pour nous aujourd'hui? Est-ce que dans le programme du gouvernement actuel de notre pays, la révision de la Constitution est-elle une priorité? Et si elle serait une priorité, c'est pour quelle finalité? C'est pour quelle finalité? Vous voyez? Parce que tous les débats sur la révision de la Constitution, par exemple, ce débat a eu lieu pendant le règne de Kabila, vers la fin du règne de Kabila. Il y a eu tout un débat là-dessus. Il y a eu même des manifestations, des gens qui ont crié « touche pas ma constitution » et tout cela. Il y a eu des gens qui, dans l'opposition à Kabila hier, n'est-ce pas, ont crié « touche pas la constitution ». Ils défendaient la constitution à corps et à cri, n'est-ce pas? Eh bien, la question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il une priorité par rapport à la gouvernance du pays, par rapport, je dirais, au bien-être de la population, par rapport à l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais? Est-ce que la constitution actuelle est-elle un obstacle? Voilà. Ça, c'est la question que je me pose. Et en me posant la question, c'est une façon de se prononcer par rapport à cela. Vous vous prononcez pour ou contre? Eh bien, je me dis tout simplement... Non. Excusez-moi, c'est moi qui ai déposé. Je me dis tout simplement, personnellement, je ne vois pas en quoi cette révision est une priorité. Ce n'est écrit nulle part dans le programme du gouvernement, parce que le programme du gouvernement vient d'une vision, n'est-ce pas, du responsable, du chef de l'État, entre autres, n'est-ce pas? Le programme du gouvernement met en œuvre une vision. Et dans ce programme, tel que nous l'avons suivi lors de l'investiture du gouvernement, nous n'avons entendu nulle part qu'on annonçait en termes de priorité, n'est-ce pas, la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution. Au contraire, bien au contraire. Donc voilà la réaction qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celle-là. Et cette réaction, je vais aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Constitution actuelle nous interdit de faire par rapport à la gouvernance, par rapport à des actions qui touchent l'amélioration du vécu quotidien de la population? Qu'est-ce que la Constitution, quel est l'article de la Constitution ou quels sont les articles de notre Constitution actuelle qui nous interdisent de mener des actions dans le sens d'améliorer les conditions de vie, de payer convenablement les enseignants, de payer convenablement les fonctionnaires et de construire des hôpitaux, de construire des écoles et de réaliser ce qu'on a appelé le programme disons, de 100 jours, ou l'autre programme du gouvernement de territoire. En 6 piliers, oui. Le PDL 145. Le PDL 145. Est-ce que la Constitution, telle qu'elle est aujourd'hui, nous empêche-t-elle de réaliser toutes ces œuvres-là, qui sont des œuvres en faveur de la population et de l'amélioration des conditions de vie? Je n'ai pas l'impression qu'il en soit ainsi. J'ai lu cette constitution déjà à l'époque de 2005, quand on a fait le référendum. J'ai eu l'occasion de lire cette constitution. Je dois avouer que je n'avais pas voté pour cette constitution. Les raisons, nous les donnerons tout à l'heure peut-être dans le corps de l'échange. Mais personnellement, telle qu'elle se présente aujourd'hui, pour moi, elle ne fait pas l'objet d'une priorité de révision, parce qu'on a autre chose à faire, n'est-ce pas? Et je risque même de dire, ça peut nous amener à la distraction. Merci beaucoup, M. l'abbé José Mpundu. Il vous reste 2 minutes que vous allez récupérer à la prochaine prise de parole. Je vais passer la parole à M. Richard Mpinda. J'ai rappelé la question initiale.
c'est de savoir s'il y avait opportunité de réviser la Constitution. Vous avez pris le débat un peu en cours, mais vous êtes un chevronné de la communication. Vous avez déjà compris de quoi il est question. Est-ce que vous avez un avis à émettre par rapport à ce qui vient d'être dit? Je rappelle que dans cette émission, il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas, bien entendu, de l'atteinte à la vie privée des personnes. Donc, nous sommes suivis sur satellite à travers le monde entier. Donc, l'éthique de la communication nous impose une certaine façon de communiquer. Merci beaucoup. Merci à vous de nous accorder la parole. Déjà, mes excuses pour ces retards. Non, c'est accepté. Voilà, merci. J'ai pris à prélever, mais ce n'est pas prévu, c'est M. Kabassé merci beaucoup. Qui devait être là. Merci pour votre au-delà de ça, je voudrais, avant d'aborder les questionnaires que vous m'aviez tout à l'heure donné. Oui. Mais vous pouvez commencer par les préoccupations. Oui, je vais revenir. Je vais d'abord aborder un ou deux points ici. Oui. J'en aborderai trois et puis je parlerai de l'opportunité. Il a indiqué qu'il n'y a pas débat, il n'y a pas eu débat interne au niveau de votre plateforme l'Union Sacrée par rapport à Non, mais la question ne se pose pas. L'initiative ne vient pas de l'Union Sacrée. Oui. Ça, il faut se le dire. L'initiative vient du Parlement, de la présidence de la République, de la population. Mais juste là, il n'y a aucune position officielle ni du gouvernement. Non, mais la position arrivera. Oui. Qu'est-ce que vous savez si, comment dire, si la plateforme dans, comment on appelle ça déjà, dans ce laboratoire est en train de réfléchir. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas lieu de le faire. Et je voudrais émettre un point de vue, parce qu'une position officielle n'est pas encore donnée. Moi, je ne suis pas partisan de la modification de la Constitution. Je ne suis pas partisan de la modification de la Constitution. Je ne le serai jamais. Je suis plutôt partisan du changement des constitutions. Vous êtes de l'UDPS. Je suis partisan du changement. Vous allez naviguer à contre-courant de la ligne du parti. Je suis partisan du changement. Okay. À l'UDPS, c'est la démocratie. On s'exprime, on émet des points de vue. Mais vous devez vous aligner derrière la position du secrétaire général. Je vous ai dit ma position à moi. Je ne tiens pas à ce que l'on puisse modifier cette constitution. Je voudrais qu'on l'élague, qu'on change une nouvelle constitution. Okay. Et je reviens sur un fait, parce qu'il a prétendu, il a dit dans sa déclaration, il dit que la constitution initiée par le président Joseph Kabila était illégitime. D'ailleurs, il a évoqué un élément pour dire que cette constitution a été passée au référendum avant même la loi référendaire. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi tire son fondement de cette légitimité-là. Or, lorsqu'il dit que c'est aujourd'hui le président Tshisekedi qui est comment dire, habilité à prendre l'initiative, c'est déjà une contradiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre que la constitution qui constitue le soubassement pour le président Tshisekedi qui est illégale et prétendre il aurait trouvé, où est-ce qu'il aurait trouvé cette légitimité-là. J'en viens maintenant au professeur, j'allais dire... Monsieur Labbé, oui. Ça revient tout le temps. C'est un formateur. Oui, monsieur Labbé, c'est une légende. Déjà, une joie que je ressens. D'ailleurs, quand on entendait la politique de loin, c'est le nom de l'abbé qui circulait. Et donc, c'est un privilège, un plaisir de pouvoir me retrouver avec vous dans ces débats. Monsieur l'abbé, vous avez posé la question de la nécessité, je crois, et... la priorité. Et vous avez dit, vous avez aussi de l'objectif poursuivi par cette priorité-là. Mais il est clair. L'objectif, c'est quoi? La priorité, c'est quoi? Mais c'est l'organisation de la société. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans ces pays, lorsque nous allons aux élections législatives provinciales, il y a toujours eu des conflits entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. Et cela prend beaucoup de temps parce que la population attend à ce que les dirigeants, les élus puissent aller vite répondre à leurs attentes. Et donc, dans la pratique, ces conflits persistants qui prennent beaucoup de temps, qui désarçonnent même cette population-là, doit être revisité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vous prends à titre illustratif. Aujourd'hui, lorsque vous êtes élu de Kananga, par exemple, élu à l'Assemblée nationale de Kananga, vous allez vous rendre compte, provincial de Kananga, vous allez vous rendre compte que, puisque le gouverneur qui est élu n'est pas Louloua, ok? S'il est Louloua, les Songhe vont vouloir créer un incident de manière à le renverser par quelqu'un d'autre qui tiendrait ces langages-là. Et donc, les séquelles ou les velléités
tribalo-ethniques sont dans cette constitution-là. La meilleure des choses, vous l'avez vu, le président de la République, lorsqu'il a reçu lors de consultations nationales, l'une des propositions des personnes qui l'ont approché était de revisiter, de revenir à la logique de Mobutu. Parce que dans le temps, lorsque Mobutu pouvait nommer, on n'entendait pas voir cela. D'ailleurs, la preuve année, nous avons eu un Condé Vila Kikanda qui a été élu, qui était originaire du Congo central, qui a été élu au Nord Kivu. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles nous devrions revenir. Nous avons pris 2, 3 ans, 4 ans pour voir ces conflits-là et le développement, l'objectif qui est poursuivi, l'objectif final qui est poursuivi, c'est d'assurer le développement. Et donc, ici, la loi en tant que telle, la loi fondamentale telle qu'est la Constitution, assure l'organisation d'un État. Nous avons failli sur cette question-là. Et d'ailleurs, cette question est même en contradiction avec les attentes de la population. Mais on ne sait pas comprendre lorsque vous êtes dans la rue et que la population vous dit « Tshisekedi a salé le côté ». Lorsque vous lisez la Constitution, vous êtes-vous sûr que c'est à Tshisekedi que revient la charge d'assurer le bien-être des populations au quotidien? Pas du tout. Donc la population s'attend à voir, c'est lui à qui l'on confie. Mais il est comptable devant le peuple. Mais il est comptable. Devant le peuple. En vertu de quoi? Parce que le président de la République... Non, attention, il faut faire très attention. Parce que lorsque vous lisez la Constitution, le président de la République n'a le devoir... Non, je vais vous laisser continuer. À la fin de son mandat, ce n'est pas la première ministre qui va être comptable devant la représentation, c'est le chef de l'État. C'est très dangereux. Ah, vous voulez qu'on change pour que le président ne porte pas plus de responsabilité? Vous savez, la Constitution, c'est quoi? C'est une loi. La loi, c'est quoi? C'est le reflet d'une société donnée. Il est très contradictoire de constater que la population crie « Monsieur le Président, Toro Kokate ». J'ai une personne à côté de moi qui me rabâche tout le temps les oreilles pour me dire « Président Nazo Kokate, Président Nazo ». Les présidents Kokoka, en vertu de quoi? Donnez-moi une base légale qui dit que le président de la République assure les vécus quotidiens de la population. Mais moi, je vous donnerai une base légale qui dit que le président de la République transmet une vision. Et cette vision, c'est le Premier ministre qui doit l'exécuter. Mais pourquoi on ne ferait pas d'un président de la République, c'est lui qui gère au quotidien, et il est rédévable? On n'entend pas les noms du Premier ministre. Et lorsque, par exemple, lorsque le président de la République essaye de s'ingérer dans les prérogatives du président de la République, du Premier ministre, à longueur de journée, on vous dit que le président de la République a violé la Constitution. D'accord. Et donc, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle du souverain primaire, lorsqu'on parle de la population, c'est celui qui détient la volonté commune d'un État. Vous voyez ça? Oui. Et donc, cette volonté s'exprime de manière à ce que le président de la République puisse être l'opportunité, j'y vais. Allez-y. Alors, donc, c'est le président de la République qui doit capitaliser le temps de parole. C'est comme je le dis, je le redis ici. L'opportunité ici nous est donnée de pouvoir réorganiser l'État. Nous devons réorganiser l'État de plusieurs manières. Entre autres, je l'ai dit, démontré tout à l'heure ici, que le président de la République, pourquoi pas un régime présidentiel? Vous savez, lorsque vous lisez cette constitution, je ne sais pas ceux qui ont vécu avant moi, ne se sont-ils pas rendus compte que les séquelles conflictuelles entre le Premier ministre et le président de la République, cela nous a échappé belle ici, entre le président Tshisekedi et le Premier ministre Ilunga Kamba. Nous avons failli connaître la même situation d'antan, de l'époque. Exactement, une crise institutionnelle. Ça nous a d'ailleurs pris beaucoup de temps, inutilement. J'ai l'impression que cette constitution n'exprime pas, aller vite répondre aux préoccupations de la population, mais elle vient plutôt pour retarder les attentes de la population. Prenons par exemple le président Tshisekedi, il est élu. Ça nous prend 1 année ou 2 ans pour avoir un parlement. D'ailleurs, déjà, pour avoir un parlement, il faut attendre que la Cour constitutionnelle soit prononcée. Pour avoir un gouvernement, il faut que tous ceux qui ont vécu dans le temps, qui ont fait les mêmes histoires et sont revenus parce qu'ils veulent être ministres ou pas du tout. Mais quelle est la part de la population? Cette constitution a été conçue pour éventuellement répondre aux attentes d'une classe politique qui doit prendre la population en otage. Je pense qu'il est temps de pouvoir se doter d'une nouvelle constitution, une constitution à même de pouvoir réellement répondre aux attentes de la population. D'accord. On prend la réaction du professeur Photios Kipambala. Je rappelle qu'il est docteur en théologie, docteur en philosophie, professeur à l'université de Kinshasa, auteur de plusieurs ouvrages, notamment la théorie bochabonienne du droit constitutionnel, un ouvrage que j'ai lu de bout en bout. C'est pour cela qu'il est sur ce plateau pour nous éclairer. Professeur? Oui, merci, M. Louis Dor Balekilai. Le problème de la révision
ou du changement de la Constitution n'est pas prioritaire comme M. Labé l'a dit. Et notre ami a dit non, l'opportunité, nous ne demandons pas l'opportunité parce que l'opportunité, même nous, la population, c'est 100 000 personnes, peuvent signer et ça va. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. Mais la question que je me pose, comment ça arrive que on parle de la révision, il n'y a, donc, dans les milieux publics, il n'y a aucune initiative. Donc, c'est comme balle d'essai. Alors que cette balle qui est lancée fait perdre le temps pour réfléchir pour l'avenir du Congo. Et puis, je vais lui expliquer maintenant à notre ami qui a parlé de l'opportunité. L'ami de l'UDPS. Oui, qui dit que... Maître Mpinda. Mon ami Mpinda. Bon, vous savez que le chef de l'État a deux pouvoirs qui lui sont dus. Le pouvoir institutionnel et le pouvoir politique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de pouvoir, on s'arrête seulement au pouvoir politique, mais il y a même économique. Mais le chef de l'État, lui est reconnu deux pouvoirs. Pouvoir politique et pouvoir institutionnel. Le pouvoir politique lui est donné pourquoi? Parce que c'est lui qui est un manager, qui dirige tous les autres pouvoirs. Il les dirige politiquement. Mais institutionnellement, chaque pouvoir a son... l'exécutif a le premier qui est lui-même, avec le premier ministre, les parlements, tous les autres. Mais maintenant, le président de la République, ça lui aurait été facile s'il était capable d'avoir le pouvoir politique. Toutes les difficultés que nous avons ici, parce que le président de la République n'a pas capacité de pouvoir politique. Il a le pouvoir institutionnel, bien sûr, mais politique, il n'en a pas. Prenons l'exemple de tout ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, au Congo, la majorité avec qui? Si le président trouve que la première ministre ne travaille pas bien, il a le pouvoir de le faire partir. Il a le pouvoir politique. Il va regarder et dire, bon, Kamere vient ici. Comme tu as une institution qui est capable de faire partir le premier ministre, voilà ce que nous allons faire. Est-ce que la première ministre a quelque chose à dire? Non. Donc, je pense que priez beaucoup pour que le chef de l'État ait le pouvoir politique qu'il n'en a pas. Mais moi, pour l'opportunité ou l'importance ou quoi, ou la priorité. La priorité, je suis loin de ça. Vous voulez dire qu'il n'y en a pas? Il n'y a pas priorité pour réviser la Constitution. Mais il a dit, permettez-moi, vous allez continuer, qu'il faut quand même dédouaner le chef de l'État. Lorsque la population manque l'eau et l'électricité à la cité, on dit, Tshisekedi ne fait rien. Oui, mais c'est lui. L'ami propose qu'on révise la Constitution pour qu'il ne porte pas cette responsabilité. C'est lui toujours et lui. Même aujourd'hui, c'est lui. Constitutionnellement, c'est lui. Parce que le pouvoir politique lui revient. Est-ce que d'abord les institutions, telles que les institutions... Donc quand l'hôtel de ville n'entretient pas bien la capitale, il y a des poubelles partout. Vous voulez dire que c'est le président qui doit porter la responsabilité de tout? Dès que les... Professeur, soyez quand même réaliste. Non, c'est clair. Oui. Dès que le gouverneur ne fait pas, mais lui il a le pouvoir politique de faire partir. Je ne sais pas, bon, moi je ne sais pas. Et puis, oui, effectivement, il semble que c'est ce pouvoir-là qu'on veut lui donner parce que lui, il ne nomme pas le gouverneur. On ne peut pas lui donner parce que les institutions du pouvoir politique, lui est politologue. On dit les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Bon, comment vous allez faire? Donc vous allez faire un nouveau Mobutu. C'est ça, parce que si vous prenez les pouvoirs institutionnels, vous donnez au chef de l'État, donc les autres ne sont pas des pouvoirs, ils n'en auraient pas. Donc il serait lui-même au Parlement, il agit au Parlement, il serait lui-même à la juridiction, il agit. Non, c'est pas ça. Le problème est que le chef de l'État, d'abord, il n'est pas seulement chef de l'État, il est président de la République. Parce que quand nous parlons, je ne sais pas ce que c'est. Quand nous parlons d'un chef de l'État au Congo,
il faut être prudent. Je dis, c'est lui-même, notre chef de l'État, c'est lui-même qui doit avoir ses pouvoirs politiques pour manager ce qu'il doit faire. Alors, je vais vous dire une chose, quand vous avez parlé des présidents des États-Unis, parce que vous l'avez... Non, l'exemple que vous avez donné pour le régime présidentiel. Mais il faut savoir que tous les régimes présidentiels ou semi-présidentiels sont les régimes représentatifs. Il faut tenir ça compte. Donc, ce sont les régimes représentatifs. Alors, dans les pouvoirs représentatifs, on cherche un acteur capable de remplir les maillons des informations qui soit capable. On ne prend pas les messieurs, c'est difficile. Hein? Merci. Vous êtes resté dans le temps de parole. On redonne la parole à M. Fumuto Tobasanga. Alors, parce qu'il y a ce débat entre l'opportunité, priorité et consort, quelles sont selon vous les matières sur lesquelles porterait une révision constitutionnelle ou un changement de la Constitution tel que souhaité par notre compatriote Richard Mpinda? Il a déjà évoqué, en avant-propos, dans son intervention, quelques matières qui pourraient plaider en faveur du changement, selon son option. Mais selon vous, aujourd'hui, là, sur quoi porterait la révision de la Constitution? Et en fonction... Avant de répondre à votre question, vous pouvez rencontrer, volontiers, oui, rencontrer les préoccupations. Je voudrais dire à mon frère Maître Mpinda que ce que vous ne connaissez pas existe. Moi, je parle en tant que politologue. Je ne spécule pas en tant que juriste. J'ai dit ceci. Pour qu'il y ait une république, il faut qu'il y ait un constituant républicain. Et le constituant républicain signifie que le législateur pose des actes. Il vote les gens. Et ce sont ces gens votés par le peuple qui vont lui proposer un projet de constitution ou une proposition de constitution et le peuple va se prononcer par référendum. Ça, c'est le science politique pure et c'est le monde entier qui me suit. Je ne peux pas, moi, en tant que politologue, même si j'étais un faux juriste, dire que la constitution actuelle est illégale. Non, non. La constitution est la source de toutes les légalités en tant que loi fondamentale. Comment je peux dire que la Constitution est illégale? Ça ne se dit pas. Parce que vous avez dit qu'elle a été votée avant la loi. Non, il a dit ceci. C'est que j'ai nuancé en disant qu'il a fallu que le processus du référendum soit respecté. Le fait pour moi de démontrer que cette processus n'a pas été réglé. Je suis comme en train de dire le pouvoir chef de l'État est illégal. Ou la Constitution est illégale. C'est ce qui est illégitime. Non, il y a aussi une grande différence entre la légalité et la légitimité. Parce que même un pouvoir non élu peut être légitime, mais pas forcément légal. S'il vous plaît, Maître Mpinda. Avant de me contredire, il faut me suivre, il faut me rencontrer. Vous m'avez même pas compris. Vous parlez de l'illégitimité, moi je parle de la légalité et je n'ai même pas évoqué les deux. S'il vous plaît, je répète, pour qu'il y ait une république, il faut que le peuple joue deux rôles. Voter ceux qui vont lui proposer un document et recevoir la proposition de la Constitution par ceci, l'approuver ou le rejeter. Ça, c'est le sciences po. Maintenant, voilà ce que j'avais dit ici, que moi, je soutiens et la révision et le changement de la Constitution, selon que moi, en tant qu'individu, je n'ai pas avoir le droit de dire non, mais mon droit de dire non, ou le droit de dire non d'un opposant, de quelqu'un de la société civile, ne constitue pas un pouvoir public. Parce qu'en 2006, l'abbé Joseph Mpundou l'a reconnu ici, et nous, l'opposition à cette époque, et l'IDPS, et une partie de l'Église catholique, avaient dit non au référendum. Et comme notre non est constitué, était un droit, mais qui n'était pas un pouvoir public, le pouvoir de l'époque a pu obtenir le référendum, et la Constitution est là. Maintenant, là, comme nous avons dit que s'il s'agit de la révision de la Constitution, pour le président de la République, le gouvernement a délibéré en Conseil des ministres, l'une des deux chambres, ou le deux en congrès, réunis en congrès, ou une fraction de la population exprimée en sa signature. Et même alors, il faut que les deux chambres apprécient l'opportunité d'unité les révisions. En ce moment-là, la priorité n'est plus la question de M. l'abbé Mpundou. La priorité n'est plus la question de monsieur... Du père Photios Chipambala. Du professeur Chipambala. Non. La priorité, ce n'est plus vous. Autant vous avez compris que l'opportunité revient à celui qui a le droit de le faire,
autant vous devez aussi insinuer pour comprendre que la priorité aussi revient à celui qui a le droit d'apprécier les cas. Et vous avez dit encore que quand nous fêtons les programmes du gouvernement, nous ne voyons nulle part où on parle de la révision de la Constitution. Non. Comme priorité. Allez relire les programmes du gouvernement, on cite plusieurs réformes. La révision de la Constitution est une réforme en sens politique, c'est un code. Les réformes institutionnelles. La Constitution est une institution. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que j'avais dit avant de répondre à votre question. Vous allez trouver tout à l'heure que Maître Pinda est du pouvoir, moi je suis du pouvoir, mais les débats à l'interne nous auraient pu éviter beaucoup de choses. Parce voilà que pour lui croire que le régime présidentiel suffit pour que tout soit fait par le chef de l'État. Non. Même dans le régime présidentiel, il y a d'autres entités qui seront gérées pas directement par le chef de l'État. Il y aura des gouverneurs aux États-Unis, il y a des gouverneurs. On ne va pas poser la question du résultat de la gestion d'une province au président Biden. Non. Vous comprenez que nous, déjà, au niveau de l'Union sacrée, nous devrions nous-mêmes connaître si c'est les changements. Nous voulons changer quoi? Si c'est la révision. Nous voulons réviser quoi? Et quelles sont les options levées? Et nous sommes là pour porter, en fait, d'accompagner les chefs. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant de porter les débats sur la place publique? Attendez. Si vous prenez l'article 68 de la Constitution, le titre est de l'exercice du pouvoir, pas de prise de pouvoir. Il n'y a qu'un seul pouvoir public. Il n'y a qu'un seul pouvoir, je vais même dire politique ou pouvoir d'État, un seul, qui est éclaté en 4 institutions. Classiquement, c'est 3 pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Mais ici, l'exécutif est bicéphale. Le chef de l'État n'est pas dédouané parce que le régime n'est pas présidentiel. Et d'ailleurs, le chef de l'État a tout le pouvoir, il a même le double pouvoir. Il convoque et préside le Conseil des ministres. L'article 91 dispose: le gouvernement définit en concertation avec les chefs de la politique de la nation, avec les chefs de l'État, mais seulement le gouvernement en assume la responsabilité. Mais le gouvernement est créé par le chef de l'État. C'est lui qui, dans sa discrétion, article 78, le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Mais il a relevé que ça prend du temps. Non! L'État, c'est ça, c'est nous les hommes. C'est pas la Constitution. La Constitution a dit, si une telle majorité n'est pas, c'est seulement lorsque cette majorité n'est pas, il lui confie une mission d'information à quelqu'un, à une personne, pour identifier la coalition. Et la mission est de 30 jours, une fois renouvelable. C'est-à-dire que vous pouvez nommer l'informateur aujourd'hui et avoir le premier ministre 48 heures après. Parce qu'on dit dans les 30 jours. Ça ne veut pas dire à la fin de 30 jours. Mais si il n'y a pas ça, on donne 60 jours, ce n'est pas beaucoup. Vous voyez que moi, je suis pour la révision de la Constitution. Je suis comme lui pour le changement de la Constitution. Mais je n'ai pas les mêmes mobiles, les mêmes thèses. Pourquoi on ne nous a pas donné la chance d'avoir ce débat à l'interne? Il n'est pas tard. Qui devait vous donner cette chance? J'arrive. Maintenant, il a dit, on ne sait pas ce que le noyau de l'Union sacrée est en train de cogiter. Le laboratoire. Le laboratoire. Il a parlé de laboratoire. C'est ça le mot qu'il a utilisé. Moi, je dis le noyau parce que moi, je ne fais pas partie des décideurs de l'Union sacrée. Oui. Je dis le noyau, c'est-à-dire ceux qui ont le cerveau du chef, qui reçoivent les ordres du chef directement et qui nous managent, comme vous avez dit. Pourquoi il ne peut pas nous aider, nous, à connaître les dispositions, les options, les valeurs, pour que nous puissions mieux les défendre? C'est ça. En attendant que ça arrive, nous sommes pour, mais nous ne savons pas défendre au juste c'est quoi. Mais nous donnons seulement les options par rapport à nos formations scientifiques ou à nos positionnements. Maintenant, si vous descendez, vous allez voir aussi que la défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Si vous prenez l'article 69, vous voyez que le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale et le chef de l'État est l'arbitre qui régule tout le pouvoir public de l'État. Donc, dans cette constitution, le chef de l'État a tout le pouvoir. Mais pourquoi nous devons changer la constitution? Maintenant, la finalité. Là, je raconte le point de vue de M. l'abbé. Non, on ne change pas la constitution. Vous avez débordé de 2 minutes. Je vous laisse continuer, mais tenez compte du fait que je vais les leur accorder aussi. On ne change pas la constitution pour résoudre forcément les problèmes de la population. Je vais assumer ce que j'ai dit comme politologue. J'assume comme politologue. On change la constitution parce qu'on est arrivé au pouvoir avec un parti politique qui est censé avoir sa vision d'État, sa mission d'État et son fondement d'État coulé en idéologie. Et que l'idéologie qui est au pouvoir, c'est toujours cette idéologie qui impose la Constitution
par référendum ou comment. Toutes les constitutions du monde entier, qu'il s'agisse de celles des États-Unis, de la France, tout, qu'il s'agisse des changements de constitution, des révisions de constitution, toutes les constitutions du monde entier sont données au peuple par ceux qui sont au pouvoir. Et que ça sera une contradiction grave. L'IDPS qui a boycotté la constitution actuelle en 2006, arrivé au pouvoir, n'aura pas changé cette constitution. Ça signifie que l'IDPS n'avait pas une vision politique. Donc on change la vision, la constitution, par rapport aux politiques, aux partis politiques, aux cartels politiques qui sont au pouvoir, mais qui trouvent que d'après ses convictions idéologiques, ce parti n'est pas d'accord avec la forme de l'État. Ce parti n'est pas d'accord avec les fonds de l'État. Même si le peuple n'est pas d'accord. Non, le peuple... bon, il est représenté. Je m'excuse beaucoup. J'assume ce que je dis comme politologue. Dans les processus politiques, le peuple n'existe pas. Il est représenté. Non, je voudrais dire ceci. Le peuple s'exprime à travers les leaders, l'élite politique qui est au pouvoir, qui est à l'opposition et les forces vives de la nation. Si le peuple accepte un référendum, ça veut dire la communication du pouvoir a réussi ou que le pouvoir a triché. Si le peuple rejette le référendum, ça veut dire la communication de l'opposition ou de la société civile qui n'est pas d'accord avec le pouvoir a convaincu. Il n'y a pas une seule constitution du monde qui appartient au peuple. Ça n'existe pas. Il faut qu'on cesse de distraire les gens, de mentir. Merci. Pour moi, si Tshisekedi ne parvient pas à changer la constitution, il n'a jamais été formé à l'IDPS. Merci beaucoup. Monsieur Labé Mpundu, réaction parce que vous avez parlé au nom de la population, de la situation sociale de la population. Il dit que ce n'est pas vraiment une raison pour justifier la non-révision de la Constitution. Et puis je vais prendre monsieur Maître Richard Mpinda, peut-être pour quelque chose, une petite mise au point, parce que il y a un recadrage peut-être éventuellement, sauf avis contraire, on va passer à la question des matières sur lesquelles la révision devrait porter. Et je n'ai pas dit que la situation sociale n'autorise pas la révision de la Constitution. Ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, y a-t-il une priorité aujourd'hui, n'est-ce pas, de réviser ou de changer la Constitution pendant que la Constitution n'empêche pas, c'est ça le raisonnement que j'ai tenu, la Constitution actuelle n'empêche pas la mise en œuvre des politiques sociales, n'est-ce pas, pour l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est ce que j'ai voulu passer comme message. Et donc, je n'ai pas dit que il faut pas changer la Constitution, il faut pas réviser la Constitution, je le dis pas. Mais je vais aller beaucoup plus loin maintenant dans ma position. C'est la question de savoir dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous par rapport à la souveraineté de notre pays? La Constitution dont on parle, elle a été écrite dans quelles conditions? La Constitution dont nous parlons, elle a été écrite dans quel cadre, je dirais, historique? Vous voyez? Et c'est là où se pose la vraie question. C'est là où se pose la vraie question. En 2011, il y a eu révision de la Constitution. On est passé de deux tours à un tour, n'est-ce pas, pour l'élection présidentielle, n'est-ce pas? Mais on a changé cette Constitution. On a révisé la Constitution en 2011, n'est-ce pas? Mais cette révision... En 2011, on n'a pas révisé, on a changé la Constitution. Non, on a révisé. On a changé. On a touché aux dispositions intangibles. Non, non. On va démontrer. On revient. On va moi, j'ai dit ce que j'ai lu dans le texte même de la Constitution. Modifié. Voilà. On parle de modification. Dans le texte de la modifié, modification. Voilà. C'est ça, c'est la modification, la révision de la Constitution à travers un certain nombre d'articles. On dit cet article a été modifié, n'est-ce pas, ou révisé, mais on ne parle pas du changement de la Constitution comme telle. Voilà. Donc, personnellement, je me dis, si nous nous référons à l'histoire contemporaine, l'histoire actuelle de l'Afrique, et on voit
certains pays, et je citerai entre autres les pays comme le Mali, le pays comme le Burkina, le pays comme le Niger, oui. Ces pays qui font parler d'eux actuellement, dans le sens de la lutte qu'ils mènent pour leur souveraineté, pour être souverains réellement et réellement indépendants, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont fait quoi? Pour arriver à une nouvelle constitution, mais ils ont fait ce qu'on appelle des assises de la refondation de la nation. Ils sont passés par des assises où ils mettent en place d'abord les principes sur lesquels ils se mettent tous d'accord. Les principes de base, les principes clés, n'est-ce pas? Les valeurs fondamentales sur lesquelles ils se mettent d'accord. Et c'est sur base de cela qu'ils vont passer à l'étape suivante, qui est l'étape de couler tous ces principes et toutes ces valeurs, n'est-ce pas, en forme de loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Mais ce n'est pas que quelqu'un se lève un matin et il dit, bon, moi, par ma vision, par mon idéologie, eh bien, je décide de changer la Constitution et, bon, après, on va passer ça dans des formules juridiques, je sais pas moi, politico-juridique, pour que le peuple, par un référendum, on a vu ce que c'est le référendum dans nos pays, n'est-ce pas? Comment ça se passe, le référendum, n'est-ce pas? Et puis on obtient ce que on veut obtenir. Mais fine et finalité, est-ce que cela va faire de notre pays un pays réellement souverain? Cela va faire de notre pays un pays réellement indépendant? Ce sont des questions que je me pose. Dans un contexte néocolonial qui est le nôtre, il ne faut pas qu'on se le cache. Nous vivons une néocolonisation. Et dans un contexte néocolonial qui est le nôtre, n'est-ce pas lieu de voir d'abord la lutte que nous devons mener ensemble, tous les Congolais ensemble, pour arracher notre indépendance réelle, arracher notre souveraineté, de telle sorte que, eh bien, quand nous allons élaborer notre loi fondamentale, cela sera notre loi. À nous, n'est-ce pas? En ce moment-là, nous pouvons dire que cette loi fondamentale est la loi fondamentale du Congolais, des Congolais, pour les Congolais, par les Congolais. Issu du consensus. Et issu d'un consensus, issu d'une, disons, d'une mise en commun, n'est-ce pas, des idées, des valeurs et des principes. Merci beaucoup, M. l'abbé José Mpundu. Je vais passer la parole à Maître Richard Pinda pour rencontrer l'une ou l'autre préoccupation, mais revenir surtout à la question essentielle des matières sur lesquelles la Constitution devrait devrait être changé, mais je note une convergence de vues entre M. l'abbé Mpundu et M. Fumutoto sur la nécessité, lui il a parlé du débat interne, M. l'abbé réenchérit la nécessité d'un débat national autour de l'objectif, bien entendu, ou des mobiles pour lesquels on veut réviser la Constitution. Et il y a soulevé un aspect fondamental du changement, c'est la question de la souveraineté. C'est ça, souveraineté. Très bien. Je crois que les choses sont claires. Mais je vais, avant d'entamer le point de vue des uns et des autres, ce qui avait été tout à l'heure dit ici, je crois que les propos sont sortis de lui. Il a dit de manière claire, pour dire ceci, qu'il faut qu'il y ait une légitimité dans le chef de ceux qui doivent modifier la Constitution ou changer la Constitution. Il a évoqué deux éléments. Il dit d'ailleurs, la Constitution de 2005, qui a été passée au référendum, ne l'a pas été fait, et plutôt a été fait sans avoir promulgué même la loi électorale. Je pense que... Exactement. Lorsqu'il évoque pareille question, déjà à ce niveau-là, la question de la légalité vient, comment dire, s'ajouter. Et donc, si l'on doit dire que la Constitution ici, la Constitution de 2006 est une loi fondamentale illégitime, la conséquence, elle est
clair, que c'est-à-dire que tout ce qui émane de cette loi-là, étant donné que cette loi souffre de la légitimité et de la légalité, sont illégitimes. Et donc, je ne vois pas par quel miracle, sciences politiques, juristes, philosophes, tout ce que vous voulez, ok, le président de la République serait revêtu d'une certaine légitimité, parce que, nous l'avons dit, lorsqu'on cite la disposition, je crois, 218, qui reconnaît, 218, hein, oui, 218, qui reconnaît la prérogative au président de la République de prendre l'initiative de la révision constitutionnelle, laquelle constitution dont il remet en cause. Et donc, l'opinion retiendra tout simplement que c'est une vaste cacophonie que nous risquerons de mettre dans vos têtes, et vous devez être prudents. Je voudrais revenir sur la question qui a été évoquée tout à l'heure. Vous avez évoqué la question du Mali, par exemple. Vous avez pris à titre illustratif. Il faut se le dire, l'initiative doit venir de quelqu'un. L'initiative doit venir de quelque part. C'est-à-dire que ici aussi, quelqu'un peut se réveiller, éventuellement prendre l'initiative ou exprimer le vœu de voir cette constitution être soit changée ou être modifiée. Mais les débats nationaux dont vous évoquez, aujourd'hui nous avons une représentation nationale. La révision ou le changement de la constitution ne serait pas dans la rue, ou ne se ferait pas dans une maison, dans une bicoque donnée, non, pas du tout. C'est-à-dire que l'initiative vient... Le dialogue dont on a parlé depuis un temps, même si le président de la République n'en veut plus, ne serait pas vraiment un cadre indiqué pour résoudre ce genre de problèmes? Pas du tout, pas du tout. Le dialogue entre les acteurs pas du tout. Au pouvoir et vous savez, l'opposition. lorsque nous parlons de la souveraineté internationale, nous devons nous assurer aussi de ne pas être esclaves des politiques congolais. Le problème congolais, c'est depuis des générations en génération que nous allons de dialogue en dialogue. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et la question, lorsqu'on parle de la question de la souveraineté, j'avais une réflexion que j'avais émise quelque part. Lorsqu'on parle des crises en République démocratique du Congo, est-ce que vous êtes réellement des crises de souveraineté, comme on le dit, de légitimité d'ailleurs, comme on le dit, parce que lorsqu'on dit légitimité, on dit l'adhésion massive de la population. La question est celle de savoir, lorsqu'on évoque la question de la crise de légitimité, est-ce réellement une crise de légitimité par rapport à la population congolaise, ou tout simplement une crise de légitimité par rapport à l'adhésion de l'Occident? Lorsque Mouzé est arrivé au pouvoir, Mouzé, s'il a fait du Nord Kivu, de l'Est jusqu'au... c'est tout simplement parce que la population a laissé courir. La preuve en est aujourd'hui qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire que la population a adhéré dans la démarche. Mais l'homme blanc, l'Occident, est venu avec la logique d'une quelconque crise. Nous sommes allés au dialogue intercongolais et ça nous a pratiquement rien apporté. Parce que lorsqu'on évoque la question de revisiter les lois de la République, on poursuit de réorganiser l'État. Là, je suis au moins d'accord avec lui lorsqu'il dit que l'UDPS, ayant dit non à cette constitution ici, l'UDPS a une philosophie, a une vision de gestion de la chose publique. L'UDPS a l'occasion, l'opportunité éventuellement de pouvoir faire les choses selon son entendement, selon sa philosophie, selon sa logique pour assurer. Là, je suis encore en contradiction avec lui parce que l'on modifie. Je ne suis pas. D'accord. Je ne suis pas, comme on dit, science. Je suis pas de la science politique. Vous n'êtes pas politologue. Moi, je suis praticien de droit et juriste. Oui. Je vois que lorsque on organise un État, l'objectif qui est poursuivi, c'est d'assurer son développement. Et ce développement est lié directement au bien-être de la population. Et donc, l'opinion retiendra que la nécessité y est, l'opportunité s'est présente parce que la personne qui porte l'opportunité, qui doit exprimer la chose telle qu'elle, c'est celui qui prend l'initiative éventuellement de pouvoir. Je voudrais les rassurer. D'accord. Oui. Je voudrais les rassurer pour dire ceci. Oui. Lorsque je parle du régime présidentiel, je ne vois pas le président de la République exercer toutes les fonctions de la République. Le trois pouvoirs classiques. Et d'ailleurs, si nous allons dans la pratique, il le fait déjà. Parce que le président de la République a une partie il est aussi législateur. Occasionnellement, il prend des actes législatifs. Il est du pouvoir judiciaire parce qu'il prend aussi des actes émanant de... Tout à fait. Donc, c'est pour dire tout simplement que, rassurez-vous, on ne voudrait pas faire de qui que ce soit. Voilà. Ça pourrait être vous, ça pourrait être le président Tshisekedi, excusez-moi, je vais chuter. Ça peut être le président Tshisekedi ou une autre personne, ou moi-même qui vous parle ici, un dictateur. Je reste sur vous, je ne sais pas si vous aurez encore la prise de parole. Une sous-question. Une sous-question, vraiment, c'est la préoccupation de téléspectateurs. Vous dites qu'il faut changer la Constitution,
M. Fumutoto dit qu'il faut réviser la Constitution. Et oui, si on ne le fait pas, en tout cas, le président Tshisekedi ne serait pas sorti de l'école politique d'Étienne Tshisekedi ou de l'UDPS. Mais c'est toujours à l'UDPS qu'on a entendu un haut cadre, dire que cette constitution est la meilleure que le pays ait connue. Comment expliquez-vous cette contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. Vous savez, c'est comme vous le dites. Vous connaissez de qui je parle, on ne cite pas les personnes sur le plateau. L'UDPS est une école. D'ailleurs, ce que vous pensez n'est pas être lorsque vous dites que nous devrions nous retrouver en principe au sein de l'Union sacrée. Oui, il exprime le vœu de voir l'Union sacrée se retrouver pour éventuellement... réfléchir sur... Il faut laisser les gens s'exprimer d'abord. Au finish, l'Union sacrée va se retrouver. C'est lui qui a dit, c'est son opinion. C'est lui qui a dit que c'est la meilleure constitution. C'est son opinion, le professeur Mbata. C'est son opinion. Mais maintenant, c'est toujours l'UDPS qui change. Le professeur Mbata, c'est un scientifique. Il pourrait avoir émis une opinion scientifique. Et d'ailleurs, donc, au cours, si je comprends, son point de vue est relativisable aujourd'hui avec ce débat. Ça va de soi. Okay. Parce qu'il y a certaines choses qui pourraient avoir été évoquées par l'abbé Mpungu, par exemple, et qui aujourd'hui, à l'époque, n'étaient pas arrivées aux Moi, je pose des questions du public. Bon, je vais donner la parole. Le professeur, il est impatient. Parce que vous avez cité le professeur Mbata, qui a dit que c'est la meilleure constitution du pays. Je crois que M. Fumutoto l'a rejoint lorsqu'il a démontré que le président a les pleins pouvoirs. Je pourrais même dire par un procès de métaphore actuellement, la Constitution donne au chef de l'État le statut d'un roi. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Mais pourquoi? Parce que cette Constitution, j'y en arrive. Pourquoi cette Constitution lui donne autant de pouvoir, mais pour avoir un gouvernement, on doit attendre 9 mois ou 6 mois. Attendez un peu, s'il vous plaît. Je voulais encore revenir là-dessus. Vous n'avez qu'une minute, parce que j'ai la pression de la régie. Cette constitution fait du président de la République un monarque républicain. Ça, il faut se le dire. Voilà. Donc, parlons le même langage. Oui. Pourquoi la changer? Parce qu'il a tout pour faire... S'il vous plaît. Oui. Vous savez, il y a le professeur Mpongo qui m'a donné l'initiation au droit constitutionnel. Oui, j'ai lu il a évoqué un principe qui est resté ancré dans ma tête tel quel. Il dit il y a toujours un décalage entre la théorie et la pratique. Ok, c'est compris. Non, laissez-moi aller à titre illustratif. Parce qu'il a évoqué une question ici importante. Oui. Il est allé, il dit, le président l'a vu, lorsqu'il trouve un ministre qui ne pose pas les actes comme il se doit, ok, il peut le révoquer à tout moment. Mais nous avons un cas pratique ici dans ces pays. Tunda Wasenda. Il a été ministre de la Justice. Tunda Yakasenda. Tout à fait. Oui. Pardon? Mais il est parti, ça a pris combien de temps? Le Premier ministre... La question du temps se pose aussi. D'accord. Imaginez que ça vous prenne le temps que ça nous prend. 1 année ou 3, 4, 5 mois. La population attend des résultats. Et au lieu de se mettre au travail, les gens sont dispersés à autre chose. Dans les débats de poste et tout ce qui va avec. Merci, cher maître. Oui. Professeur, vous avez vos 8 minutes et puis on va donner à chacun 2 minutes pour désannoncer l'émission. Nous sommes sur satellite, on doit respecter le timing. Je comprends facilement ce qu'il dit, mais il le dit d'une manière, je peux dire, de l'opinion. Hein. Ici, nous sommes en train de réfléchir scientifiquement et socialement. Donc, nous pensons scientifiquement et socialement. Tout ce que nous sommes en train de réfléchir, c'est pour que l'État congolais, un jour, s'il doit réviser la Constitution ou changer la Constitution, il ait une idée réelle de ce qu'il fait. Je vous rassure, non, vous pouvez changer la Constitution aujourd'hui, mais demain, vous allez revenir pour changer encore la Constitution. Les États-Unis, je prends l'exemple, les États-Unis ont une Constitution. Ça combien d'années? Est-ce que tous les Américains sont contents de cette Constitution? La Constitution a des lois référentes, comment dire, les lois organiques. Les lois organiques. Je demande aujourd'hui, le chef de l'État, depuis qu'il est entré au pouvoir, combien d'initiatives de lois organiques il a fait? En fait, moi, je suis un peu inquiet. Inquiet pourquoi? Parce que même l'UDPS peut chercher à garder les pouvoirs les plus longtemps possible. Ce n'est pas seulement avec Tshisekedi. Parce que si il pense que garder les pouvoirs qui est par Tshisekedi,
C'est-à-dire c'est pas un parti politique. Non, c'est pas un parti politique. Parce que les partis politiques... Non, vous voulez dire que ce n'est pas un parti démocratique? Non, pas un parti politique. Politique. L'essence des partis politiques. Okay. Parce que c'est les partis qui gardent les pouvoirs, donc conservation du pouvoir. Alors, moi je peux être aujourd'hui, je pars, les autres viennent. Donc, on dit garder les pouvoirs le plus longtemps possible ne signifie pas que le président en place reste là-bas. Parce que le président en place, quand il est là, un moment, il va décevoir même les partis. Il obligatoirement va les décevoir. Comme en Afrique du Sud. Mais il va les décevoir parce que le temps pour lui de durer... Ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Oui, l'usure du pouvoir. Le pouvoir est temporaire pour pas une personne, un individu. La personne, c'est l'IDPS. Je ne comprends pas ce que vous comprenez. La personne, c'est l'IDPS. La personne, c'est PPRD. La personne, c'est son parti. Mais les individus, c'est ce qu'on dit, les individus partiront. Mais les personnes ont un caractère un peu éternel. Les personnes, je ne sais pas si ça veut dire, la Cour suprême est une personne. Les parlements... Personne morale. Oui, personne morale. Donc, il faut avoir l'idée en tête que les gens qui dirigent sont passagers. Et l'UDPS que nous avons aujourd'hui, demain, c'est toi qui seras président. Si vous êtes parti politique. Mais si vous n'êtes pas parti politique, le président en place part, c'est fini. Parce que vous ne voulez pas pérenniser les pouvoirs. Donc, oui. Oui, vous ne voulez pas pérenniser les pouvoirs. Et je me rappelle que notre génération doit faire beaucoup attention. Parce que quand nous regardons l'État congolais, les moboutistes sont jusqu'à aujourd'hui. Et jamais il n'y a que des socialistes qui dirigent ce pays. Est-ce que nous avons déjà eu un capitaliste qui dirige le pays? Mobutu, un socialiste. Que vous le vouliez ou pas, c'est un socialiste. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Quand nous parlons de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution, nous devons être attentifs dans ce que nous disons. Parce que quand nous sommes attachés à celui qui est au pouvoir, et même maintenant, si il est au pouvoir, il meurt. Parce que la mort est pour nous. Il meurt. Qu'est-ce que vous allez faire? Même si ce n'est pas un souhait. Non, ce n'est pas un souhait, mais s'il meurt, qu'est-ce que nous allons faire? Mais tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont du pouvoir, disons tous les mêmes social-démocrates, sociaux-démocrates. même les PPR là-bas sont faux, vous là-bas, dans votre groupe. Mais vous avez posé une question qui me semble un peu dangereuse. Dangereuse. Dangereuse plutôt. Regardez. Je vais vous dire, non? Vous dites que vous voyez le temps que Ilunga Ilunkamba était Premier ministre, quand on lui a demandé de partir, ça devait causer le problème. Mais non, ça n'a pas causé de problème. Parce que, écoutez, doucement. Allez-y. Ça n'a pas causé de problème. On atterrit. Nous n'avons plus que 5 minutes. Les présidents de la République, ou moins de 5 s'il avait, je dis bien, s'il avait les réels pouvoirs politiques, il aurait dû négocier le Parlement directement. C'est le Parlement qui devrait le faire partir. Parce que le Parlement, il n'avait plus Mabunda et les autres. Donc il faut tenir compte de ça. Nous devons avoir dans la recherche de ceux qui doivent diriger des hommes sincères qui vous disent je suis de l'UDPS, je suis de Palou, et il vit Palou, il vit UDPS. Alors, en 15 secondes, qu'est-ce que la population peut retenir de la question initiale pour ou contre la révision on ne constitutionnelle? peut pas 30 secondes. On ne peut pas réviser la Constitution pour le moment, ni la changer. Parce que ce n'est pas elle qui bloque quoi que ce soit. Je prends M. Fumuto Tobasanga. En résumé, je vais dire ceci, que c'est un très bon débat que nous avons raté finalement, parce que M. Labbé a soulevé des bonnes questions de sociologie politique et même constitutionnelle qui méritent un approfondissement. Lorsqu'il dit oui, il y a quand même des questions qui ont été éludées par les cadres et les conditions dans lesquelles cette condition a été battue. C'est ça le fond de sa question. Et que ce n'est pas mauvais
de soulever l'idée d'en avoir une autre. Mais quel est le processus social qui peut nous amener à ça? Ça, c'est une question de pire sociologie politique. Qu'est-ce que la population peut retenir? Oui. Mais lui, le professeur Kipangala, soulève une question de pire philosophie politique. Où il dit, oui, nous voulons stabiliser les individus ou les systèmes politiques. C'est profond. Si nous stabilisons les individus, mais ils peuvent aussi nous quitter sans notre volonté. Alors nous devrions plutôt battre une constitution qui stabilise les personnes morales. Parce que les hommes passent, les institutions restent. Moi, j'évoque une question de pire science politique. Où je dis, oui, une constitution ne peut pas être illégale lorsqu'elle est passée par référendum. Parce qu'elle devient une loi. Ce qui est conforme à la loi ne peut pas être illégal, Maître Mpinda. Une constitution passée par référendum ne peut pas non plus être illégitime. Parce que les référendums ne peuvent se prononcer sans la légitimité. Monsieur Fumutoto, qu'est-ce que la population peut retenir? La population doit retenir aujourd'hui oui, que ce n'est pas la constitution changée ou maintenue qui change les choses dans un pays. Vous pouvez avoir une très belle constitution si vous n'avez pas des hommes politiques de bonne volonté, de grande qualité, les choses ne vont pas changer. Ça, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas dire on ne change pas parce que la condition ne va pas se retrouver. Parce qu'en les maintenant, la population ne sait pas se retrouver avec Kabila. Deux, on ne peut pas dire on la change parce qu'on veut trouver réponse au problème de la population. Alors qu'ici, nous avons trouvé ensemble que il y a énormément de pouvoir pour les chefs de l'État actuel. Et je ne pense pas qu'il y aura une constitution changée qui va donner à un chef de l'État, président de la République, autant de pouvoir que cette constitution lui a donné. Mais on doit la changer parce que l'IDPS est arrivé au pouvoir et que l'IDPS avait boycotté le référendum de 2006. Et donc, si l'IDPS ne change pas, ne réforme pas, l'IDPS n'a jamais été un parti politique avec une idéologie appropriée. Monsieur Richard Mpinda, je le prends parce qu'il est de l'UDPS comme ça. Vous allez faire le chiasme avec Monsieur l'abbé, mais je préfère rassurer le professeur. N'oubliez pas l'esprit de ma question. Nous allons vers la recommandation que la population va je vais aller dans la logique de la recommandation. Okay. D'ailleurs, ma position elle est déjà claire là-dessus. Je voudrais rassurer le professeur pour dire que nous n'avons pas pour vocation de maintenir le président Tshisekedi au pouvoir. Qui ne dit pas que moi je pourrais aussi envier ce poste-là? Qui ne vous dit pas que quelqu'un d'autre à l'UDPS pourrait éventuellement le faire? Et lorsque l'UDPS lève le ton pour parler de la modification de la Constitution, mais c'est aussi clair pour dire que non, quand on modifie la Constitution, il y a des dispositions qu'on ne doit pas toucher. Il illustrait une théorie. Non, il le disait à l'UDPS parce qu'il là, il me regardait dans les yeux, j'ai compris que c'est à l'UDPS parce que c'est moi qui parle ici au nom de l'UDPS. C'est un exemple par nous. Non, nous allons dans votre logique. Parce que nous l'avons dit, et aussi, il faut se le dire, hein, l'opinion doit comprendre aussi une chose, que conserver le pouvoir le plus longtemps possible, c'est un droit. Vous ne pouvez pas. Les partis politiques, pas les droits d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne me suivez pas. Parce que je vous ai dit que l'UDPS, aujourd'hui, ce n'est pas de la modification de la Constitution. Il y a des dispositions intangibles même, on le dit. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui ne doivent pas être touchées. Entre autres, le mandat du chef de l'État. Mais en vertu de quoi nous allons maintenir le président Tshisekedi, d'ailleurs lui-même l'a dit. Que le pouvoir use. Par moment, il en est fatigué et qu'il doit évoluer autrement. Je pense que c'est un débat très intéressant. Oui, merci. On peut poursuivre, non? On peut poursuivre la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées. Toutes les matières sur lesquelles devrait porter la révision. Vous aussi donner éventuellement les temps de vous préparer. Je vous apprécie parce que vous êtes entré dans le débat. Argumentaire solide, plus solide que ce que nous avons présenté aujourd'hui. D'accord, ok. Et donc, l'opinion retiendra de manière la plus simpliste possible qu'il va de soi que nous puissions, j'ai dit bien, réorganiser notre État. Parce que cette constitution a beaucoup de faiblesses. Donc, à notre prochain rendez-vous, nous allons vous étayer un certain nombre d'éléments, les faiblesses de cette constitution, et vous permettra de comprendre et de me rejoindre, bien sûr, et même si on en est toujours dans la logique de la modification, je vous mettrai dans la rue pour que nous puissions exiger les changements. Vous avez le bonheur, en tant que patriarche doyen sur ce plateau, de conclure cette émission en disant au peuple qui nous regarde dans les yeux ce qu'il doit retenir de ce débat. De ce débat, je crois que nous devons en arriver à poser des questions pour une refondation de la nation. Et les questions que je lance ici sont des questions que j'ai déjà lancées à d'autres occasions. C'est qui sommes-nous, nous les Congolais? Qui sommes-nous? Sommes-nous encore des êtres humains au regard
d'un certain nombre d'éléments et de faits et des phénomènes et des événements que nous créons nous-mêmes et que nous vivons. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? La Constitution dont on parle, d'où vient-elle? Elle a une histoire. Est-ce que nous connaissons l'histoire de cette Constitution? Et à partir de cette histoire, est-ce que nous pouvons dire que cette Constitution doit rester ou cette Constitution doit se maintenir? Non. D'où venons-nous, nous les Congolais? Nous avons une histoire. Notre histoire ne commence pas avec la colonisation. Notre histoire ne commence pas avec la traite négrière. Nous avons une histoire. Et cette histoire des empires, des royaumes. Est-ce que cette Constitution retrace cette histoire? Non, j'appuie la paix. Non. Vous le direz dans la prochaine émission. Je chute, n'est-ce pas? Est-ce que nous connaissons notre histoire? Notre identité. Notre identité, notre histoire. Où sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons la capacité, est-ce que nous nous donnons le temps d'analyser ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Monsieur l'abbé Joseph Mpundu. 3, 4. Où allons-nous? Où allons-nous? On parle de révision de la Constitution, changement de la Constitution, pour aller où? Où allons-nous? Et puis, 5 et dernier élément, dernière question, où voulons-nous aller? Et c'est là où je dis que s'il y a des assises de la refondation de la nation, c'est pour se poser la question, où voulons-nous aller? N'est-ce pas? Et où voulons-nous aller? C'est le projet collectif. C'est le projet de l'ensemble du peuple congolais. Et qui peut prendre cette initiative des assises? Eh bien, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État. Mais lui, il n'est pas pour le dialogue parce qu'il a dit qu'il n'y a pas d'équipe de législation. Je ne parle pas de dialogue comme on est habitué. Tout à l'heure, Maître Pinda Richard, n'est-ce pas? Maître Richard a dit non, le dialogue, on a toujours. Moi, je ne parle pas du dialogue comme les Congolais. Comme partage de pouvoir, non. Je dis tout simplement que je parle des assises ou d'un forum, de réflexion, comme un cadre de réflexion ou de remise en question. Et je vous rassure, avec la participation de toutes les composantes, de tous les Congolais, de l'homme de la rue jusqu'au sommet de l'État, tout Congolais devrait assumer ces 5 questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Et où voulons-nous aller? Merci beaucoup. Si nous prenons ces 5 questions et que nous les mettons, n'est-ce pas? Monsieur l'abbé, vous êtes plus fourni que moi. Vous vous souviendrez que nous avons déjà un précédent. Vous vous souviendrez de... Désolé, l'émission est terminée. La conférence nationale souveraine qui a posé les fondamentaux sur lesquels nous... Merci bien. Merci mesdames et messieurs d'avoir été des millions à nous suivre sur 366. Merci pour vous qui nous suivez sur toute l'étendue du territoire national congolais, mais aussi à travers le monde entier. Merci d'avoir été vraiment fidèle et attentif à ce grand plateau consacré à l'épineuse question de savoir oui ou non pour la révision de la Constitution dans le contexte actuel en République démocratique du Congo. Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à des compatriotes appartenant aux différents courants dans notre pays. Nous avons fait appel à M. Fumuto Tobasanga, qui est président national d'un parti politique et aussi de l'Union Sacrée. Merci de votre participation active à cette émission. Merci surtout à Maître Richard Mpinda, que j'ai pris à pied levé parce qu'il devait remplacer un absent. Je ne voulais pas que mon plateau soit déséquilibré. Merci beaucoup de votre participation et de vous être adapté à la dynamique du plateau. Je m'en voudrais, si je ne disais pas merci à l'extrême gauche, au professeur Photios Kipambala, docteur en philosophie, docteur en théologie, professeur à l'université de Kinshasa. Il est prêtre de l'église orthodoxe ici à Kinshasa. Professeur, merci beaucoup de votre disponibilité, de l'engagement dans cet espace discursif. Merci enfin au doyen des doyens, monsieur l'abbé Joseph Mpundu, un acteur majeur du débat public, mais aussi un combattant de la liberté et de la démocratie. Merci pour votre sagesse et tous les conseils que vous avez donnés en rapport avec la problématique sous examen. Nous estimons que les autorités qui nous suivent religieusement lèveront des options qui vont dans l'intérêt général de la population. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, nous vous disons encore une fois merci, beaucoup de merci. À très bientôt, avec le même plaisir. Merci.